on est de retour. Vidéoterreur saison 4, ça commence maintenant. Et cette semaine, les jeux de rôle et l'horreur. Bonjour et bienvenue à cette grande première de la saison 4 de Vidéoterreur. Vous attendiez ça, nous autres aussi, on est excités. Et comme à l'habitude, je serai accompagné de notre expert maison en film d'horreur, M. Jimmy Francard. Salut Jimmy, ça va bien? Salut Pierre, oui, ça va toi? Oui. Es-tu excité de cette nouvelle saison? Fin prêt. Fin prêt. On va débuter ça avec les jeux de rôle à saveur horreur, où on va nourrir la peur. Avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un jeu de rôle, Jimmy? Ben c'est ça, j'ai amené une petite définition pour laquelle on va pouvoir s'entendre puis expliquer aux gens parce que c'est pas si facile. T'sais, ceux qui savent, là, mais ceux qui savent pas, c'est pas évident d'expliquer. Ça peut avoir l'air étrange. Ouais. Donc, une définition, il y en a plusieurs, mais un jeu de rôle et non pas de rôle. Un jeu de rôle est une technique ou une activité par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage réel ou imaginaire dans un environnement fictif. Le participant agit à travers ce rôle par des actions physiques ou imaginaires, par des actions narratives, donc des dialogues improvisés, des descriptions, et par des prises de décision sur le développement du personnage et son histoire. On part avec ça. Le plus connu étant Donjon Dragon, qui a un peu... les jeux de rôle ont toujours existé. Là, on faisait ça dans la vie entre conteurs à l'époque des Australopithèques. Mais bon, là, maintenant, on organisait ça avec des règles où tu as une espèce de maître de jeu qui va donner un contexte aux joueurs et les joueurs vont interpréter des personnages. C'est un peu du théâtre à échelle réduite, si on veut. Oh, oui, c'est ça. C'est un mélange de théâtre, d'improvisation... Et de jeux de société. Et de jeux de société, là. Par exemple, là, si on va prendre, mettons, un exemple pour quelqu'un qui aurait aucune idée de quoi on parle, le maître du jeu pourrait dire, vous vous retrouvez devant, mettons, il y a un trou. Si vous voulez sauter sur l'autre bord du trou et réussir, vous devez lancer un des 6. Si vous avez 4, 5, 6, vous réussissez. 1, 2, 3, vous tombez. Ouais. Donc, dépendamment des dés, ça va avoir une influence. Fait qu'il y a du hasard mêlé à ça, puis aussi dépendamment, mais les joueurs pourraient dire mais dans ma feuille, j'ai aussi une corde, je vais essayer de. Donc, on part avec ça, là. Toi, Jimmy, t'es psychologue aussi dans la vie. Et les jeux de rôle sont beaucoup utilisés en psychologie. Quel lien on peut faire entre... Ben, tu sais, il y a eu plusieurs, appelons ça, écoles, là. Il y a le psychiatre, là, Jacob Moreno, là, qui a développé, bon, à peu près dans les années 14, là, à partir des années 14, là, où on remettait, disons, des éléments là, de drame, là, ou des situations là, problématiques dans la vie d'un patient, puis il rejouait avec le psychiatre ou le psychologue. Je dirais que ces courants-là existent encore aujourd'hui. On va aussi les utiliser à des fins, je dirais, un peu plus de pratique. Là. Par exemple, si tu as des difficultés d'affirmation, toi, ou de dire non, ben, on va pratiquer des situations où tu vas devoir, comme je vais te demander, est-ce que ça te dérangerait de passer ma tondeuse? Là, tu vas devoir dire, ben non, écoutez, c'est bien gentil, mais j'ai d'autres choses. Fait qu'on peut s'en servir comme pour pratiquer des situations difficiles pour augmenter les chances que dans la vraie vie, la personne va être capable de le faire. Qu'elle soit mieux outillée face à ces situations. Fait que, le jeu de rôle est plus, je dirais, cantonné dans des situations comme ça de pratique ou de simulation. Là. OK. Au Québec, la plupart d'entre nous, en tout cas moi, on était introduits au jeu de rôle via les livres dont vous êtes le héros. Quelle importance ça a eu dans ce mouvement-là? Ben, c'est intéressant. Je pense que c'est typique, là. Je dirais, on est au Québec. Je pense que la plupart d'entre nous, effectivement, ont commencé avec les livres dont vous êtes le héros. Même si, dans les faits, c'est arrivé après Donjons et Dragons. Donjons et Dragons est à peu près là, dans les années 70, début 70. Les livres dont vous êtes le héros, c'était en 82 avec Steve Jackson. Fait que bon, tu sais aussi de quoi on parle. Les livres dont vous êtes le héros, c'était quoi? C'était un livre où on avait des décisions à prendre à certains moments. Par exemple, si vous aviez... on prend encore un exemple simple. Vous êtes devant deux portes. Si vous voulez ouvrir la porte gauche, allez à la page 19. Si vous voulez ouvrir la porte de droite, allez à la page 40. Là, on se promenait comme ça, en fil en aiguille. Il y avait des règles aussi, par exemple, des combats avec un D6. Là. Fait que c'était vraiment
c'est souvent avec ça qu'on a commencé là, à apprivoiser, bien, souvent même la lecture, là, parce qu'on... C'était fait pour les enfants. Là. C'était fait pour les enfants, mais ça a été un grand succès. Là. Les livres dont vous êtes les héros, ça a eu une... je dirais, dans le début des années 80, là, presque tout le monde presque qui aime un tant soit peu lisait les livres dont vous êtes les héros. Là. Ouais. Bon, puis il faut aussi parler de Donjons Dragons. On en a parlé un peu. Hein? C'est le jeu mythique, mais bon, ça se passe plus dans un univers médiéval. Même si à travers cet univers médiéval-là, on a beaucoup de connotations en lien avec l'horreur. On n'a qu'à penser aux morts vivants, aux diables, aux démons, etc., là, aux esprits, ce qu'on peut retrouver aussi dans les films d'horreur. Ben oui, tu sais, Donjons et Dragons, là, on va passer un peu de temps là-dessus parce que c'est le jeu mythique encore aujourd'hui. Je pense que la grande majorité des gens qui jouent à des jeux de rôle, là, c'est souvent Donjons et Dragons. C'est encore probablement le plus grand vendeur. Là. Ça a été inventé justement dans le début des années 70, en 72, là, avec Gary Gygax puis Dave Anderson. Puis bon, il y a eu plusieurs évolutions, là, mais au début, là, c'est vraiment c'est un coffret. On est à peu près encore dans le, je dirais presque de jeu de table, le board game. Fait que le maître de jeu lit un scénario, il y a des décisions à prendre, puis on avance comme ça. C'est surtout là, dans la deuxième incarnation, là, quand on va arriver après ça, là, je pense que c'est en 82, avec là, le Advance Dungeons and Dragons, deuxième édition, où là, le jeu va vraiment prendre plus de, je dirais, là, va gagner beaucoup en popularité, puis il va gagner aussi, je dirais, en expansion. Là. On va diversifier l'univers. Puis effectivement, on est dans le médiéval, mais les monstres, les ennemis, eux autres sont très, très campés dans l'horreur. Pas complètement, parce qu'on va avoir, par exemple, bon, évidemment, des dragons, des créatures, appelons ça, plus liées au fantastique puis au fantasy. On va avoir effectivement là, toutes les zombies, les vampires, les créatures, là, disons, plus typiquement associées à l'horreur, qui vont être là, les ennemis souvent, appelons ça, de premier plan. Là. Même à l'époque, dans les années 80, il y avait aussi beaucoup de mythes en lien avec les jeux de rôle où on disait, bien souvent, ils faisaient passer les gens qui jouaient à des jeux de rôle pour des gens qui étaient dans des sectes sataniques ou qui avaient des problématiques. Non, mais tu sais, il y a eu ça quand même, des gros préjugés envers les joueurs de jeux de rôle. Bien, surtout aux États-Unis, je sais pas jusqu'à quel point ici, là, pour être franc, je sais pas pour toi, moi, au Québec, j'ai pas vraiment entendu parler de ça. On valorisait pas ça. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, on le disait pas publiquement. Aujourd'hui, être geek, c'est un peu à la mode, mais à l'époque, on était plus souvent pointés du doigt comme des gens bizarres quand on jouait aux jeux de rôle. Ben, c'était pas nécessairement valorisé au sens, tu sais, que c'était une activité un peu de, appelons ça, de geek ou de tronche, là. Ouais. Tu sais, une gang de gars qui brassent des dés, là. En s'inventant des histoires. En s'inventant des histoires. Fait que surtout quand on le décrit comme ça, c'est pas très winner. Mais tu sais, le côté un peu satanique, moi au Québec, j'ai jamais vraiment entendu parler de ça. Mais aux États-Unis, oui, il y a vraiment même là, des mouvements là, plus orientés droite religieuse qui déconseillaient, qui faisaient une publicité même négative. Un peu, écoute, je vais mettre ça à peu près dans le même truc, le heavy metal dans les années 80. Ouais. Oh, oui. C'était un peu vu comme l'espèce de culture des jeunes émergentes qui était louche, là. Puis on jouait aussi sur cette contre-culture-là pour attirer des gens, tu sais. Je veux dire, moi, je me rappelle, on parlait de musique heavy metal, mais de Ozzy Osbourne qui fait des chansons sur Satan, ben, tu sais, c'est ce qu'il veut un peu, là. Ben oui, c'est intéressant, là. On peut prendre quelques minutes là-dessus. Tu sais, je pense que justement, dans le métal, au début, on était beaucoup justement à démoniser la musique, puis finalement, je pense que la musique se l'a appropriée, puis l'a exploitée, là. Fait que on est allé à fond la caisse, puis là, on peut aller jusque dans le black metal où on va pousser à fond la caisse, je dirais, cette tangente-là. Mais tu sais, on va probablement avoir un épisode là-dessus à un moment donné, mais le métal et l'horreur ont été, je dirais, deux frères très, très, très proches là, à la naissance. On peut penser à The Goblins, qui est un band de musique qui a fait que des trames sonores de films d'horreur. Là. Effectivement. Là. Ouais. Bon, maintenant, dans les jeux de rôle, hein, quel type d'horreur va le plus influencer les jeux de rôle? On parlait de Donjons Dragons. Donjons Dragons ont quand même créé un univers plus horreur avec Ravenloft. Ouais, dans les années 90. Effectivement, Donjons et Dragons, je dirais, dans la première partie des années 80, en fait, toute la partie des années 80 va rester dans le fantasy, dans le héroïque. Puis en fait, ça fait partie de ça. Donjons et Dragons, on joue des personnages qui commencent, je dirais, relativement vulnérables.
puis qui vont gagner en expérience, qui vont devenir des héros. Le but à Donjon, c'est de jouer un héros, même titre que les livres dont vous êtes le héros, ça le décrivait bien. Puis à partir là, des années 90, là, surtout 1991, on va avoir là, justement là, Donjons et Dragons, ce qui était la compagnie TSR, va commencer à vouloir un peu diversifier son univers. Fait qu'on a eu entre autres Ravenloft. Ravenloft, c'était quoi? On a pris l'horreur, appelons ça gothique. Là. On va ceux qui connaissent pas l'univers de Ravenloft, en fait, c'est presque des îles ou des continents, puis sont un peu différents les uns des autres. Fait qu'il y a clairement, il y a une espèce de Transylvanie avec Dracula. On a Morden Canaan, là, qui est pas Morden Canaan, mais le nom m'échappe là, tout d'un coup, là, qui est un peu le pendant de Frankenstein avec ses créatures. Puis donc, on a pris comme les classiques de la littérature gothique, puis on en a fait des univers dans lesquels là, le personnage va être confronté. Puis là, on est encore quand même des héros, mais on est des héros qui sont plus confrontés à l'aspect lugubre, épeurant, gothique. Fait que Ravenloft a beaucoup tablé là-dessus. Puis après ça, on a eu d'autres trucs, là, on va sûrement te rappeler, comme Dark Sun, où on avait des... là, c'était un monstre post-apocalyptique, un peu à la Mad Max, là. Effectivement. On a eu Spelljammer qui se passait dans l'espace. On a eu Dragonlance qui est beaucoup plus un peu... basé sur les romans de Tracy Hickman, Margaret West. Puis dans l'horreur, moi je pense que la grosse arrivée dans les jeux de rôle d'horreur, c'est 1987, la première édition de l'Appel de Cthulhu, basée sur un de nos préférés, les écrits de Howard Philip Lovecraft. Ouais. Écoute, ça effectivement, là, quand on arrive à l'Appel de Cthulhu, Call of Cthulhu, là, qui est rendu actuellement à sa 7e édition, ça veut dire que les règles ont été rééditées, améliorées depuis cette édition. Là, je pense c'est le premier jeu, en fait, qui va vraiment, je dirais, s'approprier l'horreur. Oui, il va s'approprier d'une certaine façon l'œuvre de Lovecraft. Mais je dirais le changement de paradigme majeur, je trouve, dans Call of Cthulhu, c'est que, avant, comme on dit, on est des personnages qui sont des héros qui vont gagner en force, en puissance. Alors que, ceux qui, encore une fois, connaissent moins, le Call of Cthulhu, on joue des gens ordinaires dans les années 20, parce qu'il y a plusieurs settings, mais habituellement, le classique, c'est dans les années 20. Et qui gagneront pas nécessairement en force et en puissance. Même s'il y a quelque chose, parce que souvent la santé mentale des personnages là, va être affectée. Ils vont même, je dirais même presque de plus en plus vulnérables. On peut mourir, les personnages peuvent disparaître comme ça. Fait qu'on est beaucoup plus dans incarner un personnage vulnérable qui est confronté à des forces qui le dépassent, qui a... L'horreur cosmique, puis qui a peu de... On pourrait faire une émission sur l'horreur cosmique. C'est une bonne idée. Ouais. Puis, moi, c'est ça, qu'ils sont confrontés, dans le fond, à quelque chose qui les dépasse, puis qui n'ont pas beaucoup de chances d'affronter, je dirais directement, on va prendre, mettons, Donjon Dragon. Le but, mettons, c'était de triompher du dragon, parce qu'on a des chances aussi de le battre. Ouais. Si vous arrivez avec des entités comme Cthulhu en termes de jeu, puis vous essayez de vous y attaquer de front, ça va échouer. Là. C'est perdu d'avance. Fait que Call of Cthulhu va exploiter la vulnérabilité. Puis les gens, souvent, parce que j'ai entendu souvent des gens aussi qui n'aiment pas nécessairement ce jeu-là, c'est surtout sur ce fondement-là en disant « Ah, mais c'est plate, on n'est jamais fort, puis on est tout le temps vulnérable. » Ben, c'est ça. C'est un peu l'objectif du jeu. Mais c'est l'objectif du jeu, puis c'est ça l'élément horrifique, en fait. D'être dans des situations où on a peu de contrôle, puis souvent on hésite entre la fuite puis la fuite, là. Ouais, c'est ça. Par où on va fuir? Par où on va fuir? C'est plus ça qui est important. C'est quoi l'expérience, là, par exemple, quand on va jouer un jeu de rôle d'horreur? En quoi ça va vraiment différer d'écouter un film d'horreur, tu sais? Parce que dans un jeu de rôle, on n'a pas vraiment peur. On joue à incarner la peur ou à incarner des personnages dans un monde épeurant, comme si on avait un contrôle là-dessus, ce qu'on n'a pas quand on écoute un film, où là, on subit ce qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures que tu vois? Ben, c'est une bonne distinction. Tu sais, le film, on est quand même un spectateur passif. Tu sais, alors que dans le jeu de rôle, on est un acteur actif. Donc, puis je pense que c'est un des éléments aussi qui peut amener une certaine tension, c'est que nos décisions vont avoir un impact sur la suite de l'histoire. Et le joueur est conscient que, dépendamment de ses décisions, sa partie peut se terminer là. Alors que le film,
Par exemple, bon, ça fait 20 minutes que vous l'avez parti, vous savez qu'il va probablement au moins minimalement durer 1h30. Ouais. Fait que on est un partenaire zone, puis on est aussi un créateur du jeu. Ça, c'est aussi un élément. Puis en même temps, moi j'ai vu des parties, là, toi aussi sûrement, où dépendamment si on met le maître du jeu est bon à créer une ambiance, ou des fois les gens vont avoir réellement peur. Là. Je me souviens d'une partie, entre autres, où on dit qu'il y a il rentre dans une pièce, il y a un puits, puis là, évidemment, les personnages, je vais aller voir, puis quand on lui dit, bon, mais quand tu t'approches du puits, là, tu vois un visage, là, puis là, avec crier, on peut provoquer des réactions aussi, là. Fait que, je dirais, si on sait jouer... C'est la force du maître aussi de créer des ambiances pour être capable de rendre... Un peu quand on va au théâtre, je veux dire, quand tu vas au théâtre, t'embarques dans la pièce, même si t'en fais pas partie, ben là, t'en fais partie. Fait que si t'as un bon metteur en scène, si tu veux, qui est le maître de jeu, pour te mettre la table là-dessus, ben oui, tu vas embarquer plus facilement, j'imagine. Puis aussi, bon, on peut j'aime bien l'exemple du théâtre, souvent maintenant, je dirais, on peut ajouter des éléments aussi de sonores, des trames sonores en background. Il y a des applications aussi qui vont créer des sons. Ouais. Par exemple, là, on peut avoir un cri, une explosion. Fait que quand on ponctue, mettons, ces parties-là d'éléments sonores, on est capable de faire quelque chose qui peut être intéressant. Fait que c'est de l'horreur participatif, là. C'est ce qui le rend intéressant. Quelque chose que je veux mettre au point, parce que je le sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on va parler de jeux de rôle, vont penser qu'on est costumé puis qu'on se bat. Pour faire la différence, c'est une grandeur nature où des gens vont se costumer justement pour vivre ces aventures-là. Mais quand on joue dans un jeu de rôle normal, on est habillé normal puis on est autour d'une table comme si on jouait à un jeu de société. Oui. Juste rassurer les gens. On n'est pas chez nous costumés en zombie. Là. En tout cas, pas la plupart du temps. Ouais, pas la plupart du temps. Mais oui, c'est une bonne distinction là, parce qu'effectivement, la grandeur nature, on est ailleurs, mais ça fait partie de cette culture-là, par exemple. Ouais. Quand arrivent les années 90, il y a comme aussi un changement de paradigme au niveau des jeux de rôle. Est-ce que je me trompe? Non, écoute, effectivement, là, dans les années 90, on va avoir... je pense que le jeu le plus marquant, là, il y en a deux. C'était Ravenloft avec le Donjon et Dragon, là, qui a quand même amené, je dirais, un côté un peu plus horreur. Il va y avoir Vampire the Masquerade, qui était la compagnie White Wolf, qui vont sortir, à peu près 4-5 univers, mais lui, clairement, là, Vampire the Masquerade a changé. Vampire, de loup-garou, des choses comme ça. Il y a eu Vampire, il y a eu Werewolf, il y a eu Wraith. On était des revenants. Après ça, il y a eu Changeling, qui n'a pas beaucoup marché, puis il y a eu Mage. Fait qu'il y en a eu 5 là, qui ont, comme je dis, là, eu des succès mitigés, mais Vampires Masquerade, dans les années 90, ça a été... c'est très fort. Très fort, là. Je veux dire, il y avait des sections dans ces sections de jeux de rôle là, dédiées entièrement à ça. Puis ce qui était intéressant, je pense que le coup de... en fait, moi, je pense que c'est pas étranger aussi au film Dracula de Coppola. OK. On a repris aussi le côté quand même. On a humanisé Dracula, aussi, humanisé, si on peut dire ça, là. Coppola l'a rendu... En fait, un film d'auteur à partir du roman. Je pense que c'est le film de Dracula le plus fidèle au roman. Oui. Puis, on touchait un Dracula par moment qui avait des émotions humaines aussi. Le tiraillement entre la bête et l'humanité. Je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur Vampire the Masquerade, où on a permis aux joueurs d'incarner ce qui était typiquement des méchants. Là. Donc, les joueurs étaient non pas des chasseurs de vampires, mais des vampires. On n'est plus des héros, on est le méchant. Oui, c'est comme des anti-héros. Sauf que ils ont réussi aussi à créer, je trouve, une espèce d'ambivalence où il y a des sections de vampires encore plus méchants. Donc, il y a comme des méchants au sein des méchants, qui était le sabbat, là, le sabbat. Donc, mais tu sais, ça a été majeur parce que aussi, si on va avant, on est beaucoup retranché dans des dynamiques qu'on pourrait dire classiques. Le bien, le mal. On est aussi dans... on est cantonné à jouer un héros. On pouvait jouer aussi des héros avec des travers là, à donjon, mais d'incarner vraiment, là, je dirais, là, des créatures de la nuit. Ouais. Ça a été l'élément nouveau. Puis clairement, ça a touché quelque chose. Là, parce que la popularité, si ça n'avait pas répondu à un intérêt... 2-3 ans après, on fait faillite. Là. Puis ça a été tellement majeur que, clairement, ça touchait un intérêt. Là. Oui, non, mais ça développait
en fait un rêve parce que, tu sais, c'est la puissance, c'est ces monstres-là, les loups-garous, les vampires, je sais pas, moi, on les admirait pour leur force, pour leur puissance, pour leur charisme, pour ce qu'ils étaient. Là, on pouvait les interpréter. Ça change vraiment la dynamique aussi du jeu. Là. Ben, puis même en termes de dynamique de jeu aussi, tu sais, ça sortait le joueur de toujours jouer un humain. Bon, on pouvait jouer des classes là, à donjon, mais tu sais, dans les années 90, c'est encore assez classique. Là. On joue des humains. Là, on est capable de changer, tu sais, comme de jouer autre chose. Fait que ça permettait quand même d'élargir, je trouve, la palette de jeux de rôle, là, de ce qu'on pouvait jouer et interpréter. Là. OK. Puis toi, les jeux de rôle les plus marquants, est-ce que tu en as à nous suggérer? Là, on a parlé de Call of Cthulhu, il y en a-tu de Ravenloft, on a Vampire. Écoute, là, on a quand même c'est pas mal des solides joueurs. Là. Call of Cthulhu, moi je pense encore que c'est... Quand on veut jouer plus dans l'ambiance horreur, on est plus dans se raconter des histoires, vivre des histoires, je pense que c'est le top. Ouais. Là. Oh, oui. Parce que les autres, ça reste quand même plus un jeu où on va être même si on est un loup-garou, où on va être un héros qui a gagné quelque chose. Ouais. Mais tu sais... Je vais faire un parallèle parce que tantôt, on parlait, c'est comme les meurtres et mystères. Ouais. Les gens qui n'ont aucun repère, un meurtre et mystère, on n'est pas loin du jeu de rôle. Là. Ouais. On va jouer un personnage, puis on sait un peu, c'est lui le meurtrier, mais vous devez faire ceci, pas cela. Puis on donne des indications, puis on dit, improvise à partir de là. On n'est pas loin. Fait que, le meurtre et mystère, on n'est pas loin. L'avantage, je trouve, de Call of Cthulhu sur les autres jeux, de façon générale, la plupart des gens, moi, j'ai initié souvent plusieurs personnes à ça qui n'avaient jamais joué. C'est assez facile d'incarner pour quelqu'un qui n'a jamais joué. C'est un personnage humain qui est peut-être juste laitier ou plombier ou vendeur, puis de le transporter juste dans les années 20, puis que cette personne ordinaire-là est confrontée à un univers un peu surréaliste. Alors que souvent, les gens qui n'ont jamais joué puis qui n'avaient pas nécessairement d'attrait pour les jeux de rôle, de leur dire, vous êtes un magicien avec des dragons, il y en a que ça rebute, là. Oui. Fait que, Call of Cthulhu, de façon générale, je trouve que c'est probablement l'entrée en matière la plus facile pour les gens qui n'ont jamais joué, parce que ça leur demande pas de connaître un univers puis de s'approprier un univers qu'ils connaissent pas. C'est un univers juste qui date d'il y a 100 ans avec des gens ordinaires. T'sais. Ce qui est intéressant, en tout cas, le rapport que tu fais avec les jeux de meurtre et mystère, moi, je combinerais ça aussi avec les jeux. En ce moment, c'est beaucoup la mode dans les jeux de société, des escape games. Où là, collectivement, tu dois résoudre... Pour avancer, tu dois résoudre quelque chose. Mais on a ça aussi beaucoup dans le jeu de rôle. Dans le sens que collectivement, on va se parler, on va prendre des décisions, on va poser des actions, mais on va essayer de régler des problématiques pour avancer, pour se sauver, pour éviter que l'horreur s'étende dans le monde. C'est un très, très bel exemple. Oui, effectivement, là, je dirais, je trouve que tu t'amènes un élément important parce que, on revient à Call of Cthulhu. C'est ça, en fait, là, souvent, vous allez trouver un indice, un autre trouve un indice, puis là, il va falloir regarder, OK, ça nous dit quoi? Ça nous amène vers quelle journal piste? que tu vas lire, puis tu vas réaliser que l'autre est en train de virer fou pour telle affaire, puis là, comme toute bonne personne, on irait faire la même chose pour virer fou nous aussi, tu sais. Mais oui. Fait que, tu sais, évidemment, là, tu sais, Call of Cthulhu va amener beaucoup, puis, tu sais, la recherche d'indices, de trouver des pièges, tu sais, comprendre en groupe une situation, là. Ouais. C'est drôle, hein? Il y a eu des recherches aussi sur les gens qui jouent à des jeux de rôle. Puis un élément là, qui ressortait aussi, c'est que les joueurs, appelons ça, de ce type de jeu-là, ils développent souvent une amélioration au niveau des capacités de travailler en équipe puis de résolution de problèmes en équipe. OK. Puis ceux qui ont joué, ça devient assez évident de faire, on est constamment dans la résolution de problèmes en équipe. Ben oui. C'est de se coordonner. Chacun, ben oui. On peut pas partir en solo, là. Fait que c'est intéressant aussi de le voir comme ça. C'est comme une gigantesque, je dirais, résolution de problèmes aussi avec des rôles puis en équipe. Oui. Non, mais peut-être que même pour les entrevues pour des emplois, ça pourrait être intéressant de faire jouer les gens. T'es venu pour tel emploi? Bien, on te prend un costume de dragon. Puis là, puis ça va se décliner, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeux de rôle, d'horreur plein. Moi, je viens d'acquérir Mothership, qui est un jeu d'horreur, mais clairement basé sur Alien. C'est de la science-fiction, c'est de l'horreur dans l'espace, en fait. Là. Fait qu'il y a plein d'alternatives avec lesquelles on peut jouer. Et puis ça permet de jouer plein de choses, là. En fait,
c'est probablement le plus grand attrait des jeux de rôle, c'est de nous sortir du quotidien. T'sais, on dit souvent on écoute des films pour décrocher. Ouais. Les jeux de rôle, c'est tu décroches solide parce que tu n'es plus toi-même pendant, mettons, si on joue 2-3 heures, ben pendant 2-3 heures, on joue avec quelqu'un d'autre. Là. Oui, puis souvent, ça nous habite. Ah, là, durant ta semaine, avant ta prochaine game, tu penses on aurait dû faire ça, tu parles à tes collègues, hey, qu'est-ce que t'en fais? On revient un peu aussi là, sur ces éléments-là. Là. Hey, ça m'a donné la chienne. On a eu peur que tu meurs, mais pas que tu meurs pour vrai, mais ton personnage, tu le testes. C'est probablement c'est une activité qui gagne à être gagnée, puis qui gagne à être faite. Ceux qui ne le savent pas aussi, là, on se dit une partie, ça peut durer combien de temps? Ça peut durer des années. Là. Oui. On revient à Call of Cthulhu. Je veux dire, la campagne moyenne, elle dure au moins 1 an et demi. Ouais. Pendant 1 an et demi, semaine après semaine, l'histoire continue. Là. C'est pas comme un board game où qui va être relativement dans le temps. Là. Quoi qu'on voit, les jeux de table commencent aussi à tendre un peu, à essayer. C'est évolutif. Ouais. On est un peu plus là-dedans. Là. Mais dans le jeu de rôle, on ne stand jamais, justement, parce que ça évolue tout dépendamment du maître de jeu. Effectivement. Merci Jimmy, c'est très instructif. Ça me donne le goût d'aller faire une bonne game de jeu de rôle. J'y vais à l'instant. Mais avant, je vous dis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.